Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'une personne dont je suis très fier de vous présenter. Habituellement, les gens me demandent de leur fournir les questions que je vais leur poser à l'émission. Et je leur dis tout le temps, moi, j'en ai pas de questions. C'est toujours un petit peu le même, le même barème, le même canevas. Et mon invitée, elle m'a envoyé les grandes lignes de sa vie pour m'aider à justement formuler mes questions puis orienter l'entrevue. Je vais la laisser se présenter elle-même. Vous allez voir, elle a plein de choses à vous dire. Son nom, c'est France Poulain. Bonjour, France. Bonjour, Martin. J'espère que ça va bien. Ça va très bien. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'émission. Ça fait un petit bout de temps que je t'en parle. Oui. Puis, bon. Ça me fait plaisir. Bon. De toute façon, j'écoutais plusieurs des entrevues que tu as faites et je trouvais ça intéressant. Donc, je vais pouvoir dire que je l'ai fait moi aussi. Oui, puis de dire que tu es intéressante sans aucun doute parce que on va commencer. Puis d'ailleurs, la première chose que tu m'as écrit dans les lignes que tu m'as envoyées, né à Aubert-Galion. Ah oui, ça, c'était pour piquer ta curiosité. C'est réussi. Aubert-Galion, alias Saint-Georges-de-Beauce. Mais c'est vrai, c'est le nom de la seigneurie. Il y avait Aubin-de-l'Île sur la rive ouest de la rivière Chaudière et Aubert-Galion sur la rive est. Ça, j'ai appris ça quand j'étais, au primaire. Mais ça a toujours été Saint-Georges. Il y avait Jersey Mill, il y avait Saint-Georges Station. Maintenant, c'est toute Saint-Georges. Mais quand j'avais mon passeport, c'était écrit lieu de naissance Saint-Georges, Québec, Canada. Et à un moment donné, pour remplacer les baptistères, parce que c'est pas tout le monde il y avait de moins en moins de gens qui étaient baptisés. On ne pouvait plus fournir notre baptistère pour faire une demande de passeport. Fallait obtenir une carte c'est pas une carte de citoyenneté. Je me souviens pas du nom exact. Mais on peut avoir le grand format, le petit format. Mais c'est pas la carte du certificat de naissance, là. Ouais, c'est ça. T'as raison. Certificat de naissance, parce que la carte de citoyenneté, c'est pour les gens qui ont obtenu leur citoyenneté. Alors, je fais venir ma carte et je voyais à l'époque, puis je vois que c'est écrit lieu de naissance Aubert-Galion. Alors, moi, j'adore Aubert-Galion, ça, écoute. Mais, là, je me suis dit, ça passera jamais, ça. Personne va savoir où c'est, puis quoi. Et j'ai même communiqué avec le bureau de l'état civil, puis ils m'ont dit non, c'est ça. Alors maintenant, je viens d'Aubert-Galion. Mais je trouve ça tellement plus beau que, écoute, dans la Beauce, Saint-Martin, Saint-Benoît, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Prosper, Saint-Bénédicte, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Simon. Oh mon Dieu, c'est juste que ça. Hein? Donc, tu disais, tu étais né d'une famille de 4 enfants. Oui. Ton papa était horloger. Oui. Est-ce que tu gardes un souvenir de ton enfance, une enfance heureuse? Oui. Dans la famille, tu étais la plus jeune, la dernière. Jeune, donc j'imagine un petit peu gâtée. Oui, mais je pense que j'ai toujours aimé être, en tout cas, d'avoir ce statut-là, sauf que, tu sais, comme être l'aîné, des fois, il faut que tu fasses le chemin pour les autres parce que t'es le premier ou la première. Donner l'exemple. Ouais. T'es le premier ou la première à vouloir emprunter l'auto, faire des trucs de genre, mais demander la permission pour aller à des parties.
Et je me souviens que ma sœur aînée m'avait déjà dit, elle était chanceuse, toi, t'as l'auto, parce que quand je demandais à mes parents des fois de venir me reconduire, ben, ils étaient plus vieux, plus fatigués, ça fait que là, ils me disaient, ben, prends l'auto. Là, ma sœur disait, moi, j'avais pas ça, l'auto. Puis là, je disais, ben non, il allait te reconduire, il était plus jeune, il allait te chercher. Mais moi, j'ai pas eu ça. Mais, non, j'aimais ça. Puis, on avait un commerce familial qui avait été démarré par mon grand-père. Donc, les employés étaient très stables. Puis, quand j'étais toute petite, là, d'âge préscolaire, quand ma mère allait faire du magasinage, ben parfois elle me laissait à la bijouterie, puis à cette époque-là, le rythme, tout était quand même un peu moins rapide. Hein? Alors, je m'assoyais sur les genoux des employés, puis on passait des colliers, ou on faisait des trucs qui m'intéressaient. Ouais. Oui. Puis je les connaissais toutes. Hein? C'est un monde de femmes. Il n'y avait que mon père qui était l'homme là-dedans. Mais bon, tu disais que au premier examen de la vue, t'étais myope, t'avais une forte myopie. Ouais. Ma mère s'était rendue compte de ça parce qu'à un moment donné, on était, je pense que c'était au zoo à Québec. En tout cas, puis elle m'avait dit, regarde, papa est là-bas. Puis moi, je disais, où ça, là-bas? Puis je le voyais pas, pour vrai. Puis, ben, elle s'était mise à observer, puis elle trouvait que tu sais, quand je coloriais, je me mettais le nez proche de la page, j'apportais tout près de mes yeux. Donc, quand je suis rentrée, avant de rentrer à l'école, j'ai eu mon premier examen de la vue, puis écoute, oui, mes premières lunettes, là, c'était quand même -9 de dioptrie. Je sais pas si en tout cas, ceux ou celles qui ont déjà porté des lunettes, qui écoutent, qui savent c'est quoi, là, -9 à 6 ans, c'est déjà très bien. Mais puis forcément, les autres enfants de la famille, eux, n'avaient pas non. Ça fait que ta mère a trouvé ça étrange un peu que... Écoute, mon père, quand ils ont découvert ça, mes parents, mon père s'est souvenu qu'il y avait une tante ou une grand-tante qui avait été très myope dans sa vie. Et je pense qu'il savait que mon frère, mais ça c'est un hasard, là, mon frère ne voyait pas d'un œil ou pas bien, parce que lui, il se frappait toujours du côté droit. Je pense que c'est la droite qui voit pas bien. Mais son œil gauche est parfait, là. Il lit plus que, c'est plus que parfait, il lit plus loin encore. Donc, mais je me souviens que je traversais le boulevard qui, à cette époque-là, avait quand même, certainement 2 voies, mais ce boulevard-là, c'était une route nationale pour aller chez ma cousine. J'y allais au son, puis c'était... Ben, je voyais les véhicules quand ils s'approchaient. C'est ça. Mais je les voyais pas de loin. De très, très loin. Ouais. Et là, tu dis, et quand je le cite sur ce que tu as écrit, mais tu dis que, bon, ça le fait de toi un enfant plutôt intellectuel. Que sportive, oui. Aussi. Parce que, déjà, quand tu vois moins bien, parce que même avec des lunettes à -9, quand j'étais en croissance, écoute, la myopie, là, ça croissait aussi. C'était, en fait, la vue décroissait. Donc, tu sais, des jeux de ballon, des jeux de balles rapides, c'était très difficile pour moi. Et l'autre exemple que je peux te donner, c'est, mais ça, c'était pas un truc de sport, là, mais au secondaire, on avait eu, à cette époque-là, ils faisaient des cours de lecture rapide. Oh! Ça, c'était vraiment le cauchemar. Parce que là, ils me mettaient le nez dedans. Hein, parce que j'arrivais... Au début, je suivais, mais c'est pas long que j'arrivais pas à suivre. Puis j'en avais parlé à mon père. Puis j'expliquais à l'enseignante, mais elle comprenait pas. Puis pourtant, à l'époque, je portais des lunettes qui étaient déjà très épaisses. T'sais. Puis écoute, rendu au secondaire, je devais être rendue à -15 de dioptrie. Mais...
Les professeurs, eux, ils étaient pas... Ben, en tout cas, cette prof-là, paraissait pas... Non, je pense qu'elle pensait que j'utilisais ça comme prétexte pour pas vouloir le faire, là, que c'était de la paresse. Fait que, avait fallu que je demande à mon père d'écrire une note ou de l'appeler. Je me souviens plus exactement. Mais effectivement, tout ce qui était rapide et de précision, tu sais, comme jouer au baseball, jouer à balle molle... le sport que j'ai le plus pratiqué, c'était la natation, parce que dans l'eau, ça compense pour la myopie. C'est ça, là. Alors moi, je pouvais aller chercher une pièce de 10 sous dans une piscine qui avait dans le fond de l'eau. Quand j'étais en dehors de l'eau, je la voyais pas, mais je plongeais, puis dès que j'étais dans l'eau, je la voyais. Au fond, à 12 pieds de profond. C'est que ça, c'était un plus, là, pour... Ouais, ça, c'était valorisant parce que j'étais capable de le faire. Mais quand j'étais dans l'eau, j'étais aussi bonne que n'importe qui. Mais dès que je sortais de l'eau puis que j'avais pas mes lunettes, là, j'étais comme, oups. Puis les enfants sont méchants entre eux, hein, oui, c'est aussi. Ça qui arrive, c'est pas la période la plus civilisée et courtoise de la vie. Ça fait que ça... Ouais, c'était pas... Mais pour le reste, pour les autres matières, ça allait, je veux dire. Comme... Oui, mais j'aimais beaucoup la lecture parce que, et ça, d'ailleurs, il y a un ophtalmo qui l'avait confirmé. Il m'avait demandé, mon père m'accompagnait toujours lors de mes visites. Et puis, écoute, à l'époque, on n'avait même pas d'ophtalmo à Saint-Georges. Il venait de Québec une fois par mois, une fois par 2 semaines, je m'en souviens même plus. Et il m'avait demandé c'était quoi mes passe-temps, puis ben, c'était beaucoup du bricolage, la lecture. Mais j'ai commencé à lire très jeune, puis j'ai toujours aimé lire. Et ça a été d'ailleurs mon plus grand deuil quand j'ai pu être capable de lire. Parce que là, tu parlais tantôt de lecture rapide, mais tu sais, bon, il n'y a pas juste la lecture rapide, là. Tu sais, non, mais juste lire normalement. Mais t'es pas obligé de lire trop vite, puis tu lis à ta vitesse, puis avec le livre à la distance que tu veux. Oui, mais j'étais capable. Écoute, je me souviens quand j'ai passé un examen avec le rétroprojecteur à l'INLB, on trouvait que je lisais rapidement, mais il faut dire que c'est parce que j'ai beaucoup lu dans ma vie aussi, puis j'ai travaillé, donc c'est sûr que dans la... Oui, c'est ça. Tu faisais partie de ceux qui lisaient beaucoup, donc forcément, on lit plus vite en fonction de ça aussi. Hey, écoute, tu me disais, bon, études postsecondaires, il y a eu des déménagements, il y a eu des voyages, il y a eu tellement de choses, je pense, je sais même pas par où commencer. Chronologiquement, après mon secondaire, t'avais une idée de ce que tu voulais? Moi, je voulais voyager. Oui. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais voyager. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire qui allait me permettre de voyager? Agent de bar. À l'époque, on appelait ça hôtesse de l'air. Oui. Ah, ben non. J'avais la grandeur. Je parlais déjà 2 langues, mais on pouvait pas porter de lunettes à l'époque, ni de lentilles cornéennes. Ah non, même pas de lentilles. Ah non, on pouvait même pas être marié ou avoir des... On pouvait peut-être être marié, mais il fallait pas avoir d'enfants. C'était très, très... Ça s'est assoupli beaucoup, comme dans beaucoup de domaines. Mais donc, je me qualifiais pas. Quand je voyais des annonces pour les forces armées, ça me tentait, mais je me disais, non, pas l'armée. Fait que, qu'est-ce que je pouvais faire? Puis finalement, je me suis dit, comme secrétaire, là, je pourrais travailler n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Remarque que j'aurais pu décider d'être infirmière, mais c'était pas dans ma palette de goût. Alors, j'avais fait, mais je voulais pas faire un cours au secondaire. Écoute, j'ai terminé le secondaire, moi j'avais 16 ans. Oui. Alors, je trouvais que c'était trop jeune pour partir travailler. Ben oui. Donc, j'ai fait un cours en technique administrative et le tronc commun, les 2 premières années, c'est la même chose pour tout le monde. Là, il y a de la comptabilité, de la gestion financière, des cours d'anglais, des cours de français, philo, évidemment. OK, on touche tout ce qui est la base du cégep, mais aussi avec des cours de technique administrative. J'ai quand même fait 3 cours de comptabilité. Et la dernière année, on pouvait s'en aller en gestion du personnel, en finance, et secrétariat de direction. Et c'est ça que j'avais fait. Ça se donnait, ça pas même des places. Limoilou, au cégep Limoilou à Québec. Okay. Ou à Édouard-Montpetit,
qui, moi, je pensais était à Montréal, mais non, Édouard-Montpetit, c'est à Longueuil. C'est le cégep Édouard-Montpetit, là. À Longueuil, Ouais. c'est ça. OK. Mais moi, je pensais que c'était Montréal. Puis à cette époque-là, Montréal, ça, c'est drôle, hein. Je voulais voyager. Et à 16 ans, j'avais déjà commencé à voyager un peu. J'étais allée en Espagne. En Espagne, à quand même Madrid. pas. Quand Ben, même pas. avec un des enseignants de l'école. À OK. l'époque, les enseignants organisaient des voyages avec les jeunes, mais là, évidemment, c'était payant. Ça fait que c'était à titre privé aussi. Ça fait que j'étais allée en Espagne avec un petit groupe d'étudiants, puis c'était mon prof de géographie, qui était aussi un mordu de politique. C'est qu'on avait des belles conversations, là. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je suis partie en voyage, peut-être... non, pas 2 semaines. 1 semaine, 10 jours. OK. Et avant ça, à 15 ans, j'avais fait un autre voyage de groupe à Ottawa. Ça s'appelait Édu-Canada. Donc, il y avait des jeunes qui venaient de partout au Canada, qui avaient l'opportunité d'aller visiter la capitale nationale. Mais et ça, c'est tellement étrange. Quand je suis allée, ça y est, je pars. Quand j'étais à Ottawa, je me souviens qu'on a visité un endroit où il y avait plein de drapeaux de tous les pays. Et je m'étais fait la réflexion, si un jour je travaille à Ottawa, c'est ici que je veux travailler. Je me souvenais de 2 ou 3 choses de cette semaine-là à Ottawa, de cet édifice-là où il y avait plein de drapeaux, d'un endroit où il y avait des gens qui plongeaient d'assez haut, là, ça c'est Mooney's Bay, pour ceux qui connaissent un peu Ottawa. Et puis le musée de la guerre, je sais pas pourquoi, parce que j'avais trouvé ça vraiment ennuyant. C'est pas ce que je préfère. Et ça, j'avais 15 ans, donc on parle de 1973. En 1981, j'ai joint les affaires étrangères. Je suis rentrée dans l'édifice Lester B. Pearson, qui était l'édifice des affaires étrangères. Je suis passée dans la halle d'entrée. Il y avait tous les drapeaux, mais la connexion s'est pas faite. Puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, c'était l'été, il y a un nouvel ambassadeur qui va présenter ses lettres de créance aujourd'hui, c'est une cérémonie protocolaire, veux-tu venir voir ça parce qu'ils sortent le carrosse chez le gouverneur général avec les chevaux, t'as les officiers de la gendarmerie royale, la fameuse police montée. Donc je suis descendue pour aller voir ça, puis quand je me suis retournée quand j'ai voulu retourner à mon bureau, ça m'est revenu que j'étais déjà venue ici et que j'avais dit, si un jour je travaille à Ottawa, c'est ici que je veux travailler. Et c'était déjà fait. C'était déjà fait, j'étais là. Faites attention à ce que vous souhaitez des fois, mais moi, j'étais super contente et ça m'avait vraiment épatée. Alors, je reviens à mon cégep. Bon, j'ai fini mon cégep et puis après ça, je suis retournée travailler à Aubert-Galion, à Saint-Georges, au commerce familial. Et il y avait quand même des choses intéressantes à faire et à apprendre là-dedans, mais de la famille de mon grand-père, mais il y avait mon père et sa sœur qui étaient célibataires. Donc, ce magasin-là, pour elle, c'était toute sa vie. Là, c'était pas de conjoint, pas d'enfant, tandis que mon père, lui, était marié, il y avait une famille. Et elle gardait tout là, sous sa juridiction. Elle voulait pas déléguer. Ça fait que je suis partie peut-être au moment où mon père a pris sa retraite. Mon père a pris sa retraite assez jeune pour des raisons de santé. À l'époque, il avait été opéré pour le cœur, il y avait eu des pontages. Puis à cette époque-là, c'était plus difficile de passer à travers ça. Je pense qu'aujourd'hui, les techniques opératoires sont quand même moins invasive. Okay. Donc, quand mon père a pris sa retraite, je voyais plus l'intérêt de rester là. Et j'ai cherché du travail quand même dans un secteur assez grand, mais même si j'allais à 70 km de chez moi, on me disait « Ah, t'es pas la fille d'Ephrem Poulain, là? » Puis je dis « Non, Ephrem, c'est mon grand-père. »« Ouais, mais tu travailles là, toi? » Je dis « Oui. » Ça fait que là, je m'étais fait faire une lettre par mon père. En fait, j'avais rédigé la lettre, mon père l'avait signée, disant que une lettre de recommandation finalement, mais non,
les gens se sentaient mal à l'aise, si tu veux, c'était comme s'ils venaient faire du comment t'appelles ça, du poaching, comme s'ils venaient jouer dans les plates-bandes de quelqu'un d'autre. C'est quand même spécial. Ouais. Ben, souvent en région, t'as ce sentiment de respect puis de solidarité là aussi entre commerçants puis. Et je pense que je faisais peur aussi aux gens. Je faisais peur aux gens qui m'interviewaient parce qu'ils me demandaient comment je voyais mon rôle dans l'entreprise. Puis, moi, j'avais de l'initiative, j'avais de l'ambition. Ça fait que je leur disais une bonne adjointe. Je m'appelais, je me donnais le titre d'adjointe déjà là, parce que je voulais pas être secrétaire. Je voulais faire une différence entre la secrétaire qui avait fait sa formation à l'école secondaire puis. Tu te voyais déjà quand même assez haut dans la compagnie. C'est-à-dire que je savais que je pouvais pas faire toute la même chose toute ma vie. Faire toujours la même chose toute ma vie, c'était... Ça, tu savais que... J'étais pas capable de le mettre en mots, mais je savais en moi que je voulais progresser, je voulais faire, prendre de l'expérience, apprendre des choses. C'est pas parce que j'étais sortie de l'école que j'avais fini d'apprendre. Au contraire. Okay. On apprend jusqu'à notre mort. Mais là, veux pas, ça a fait quand même peur. Ben oui, parce qu'il me disait comment tu vois ton rôle, puis là je disais une bonne adjointe, c'est quelqu'un qui est capable de prendre de faire fonctionner le bureau, même si le patron est parti, de faire le relais, être capable de prendre certaines décisions routinières et tout. Ça fait que, puis là il me disait vous savez, moi j'ai pas besoin de tant que ça. Là. Ça fait que, là je me suis dit OK France, va plus loin, va à Québec. À Montréal. Et un jour, mes parents étaient en vacances, étaient partis en Floride. Ils y allaient un mois après que mon père a été très malade. Ils y allaient un mois à chaque printemps. Et je feuilletais le journal tout en mangeant et j'ai vu une annonce. C'était le gouvernement fédéral, les affaires étrangères, le corps diplomatique qui recrutait des Canadiens qui voulaient travailler à l'étranger. C'était fait pour moi, ça. C'est ça que je voulais faire. Donc, j'avais le meilleur des deux mondes parce que je partais à l'étranger, mais j'avais quand même toute une structure derrière moi. Là. J'avais un filet en dessous de moi. Je partais pas à l'aventure. C'est ça, non? Ouais. Mais je me souviens que j'avais certaines de mes amies qui disaient « mais t'as pas peur? » Puis là, je peux pas avoir peur, tu sais. J'ai quelqu'un qui va m'encadrer. Je suis avec une organisation quand même, là. C'est pas... Oui, solide, là. Oui. Pas... Alors, je suis... puis là, évidemment, les gens te racontent toutes sortes d'affaires. Il va falloir que tu restes à Ottawa au moins 3 ans avant de partir. Mais ça dépend toujours des besoins, hein, parce que je suis rentrée... en mars 81, puis en octobre 81, je suis partie pour ma première affectation. Est-ce que c'était loin d'être 3 ans? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ouais. Et puis. Mais toi, tu te baderais pas avec ces détails-là. Là. Tu disais, ça dépend des besoins. Je le savais plus ou moins, mais sauf que j'aime pas tellement quand on me dit là tu sais c'est comme ça, un tel est le même et tout. Moi je veux tout le temps faire le tester moi-même. Vérifier toi-même. Parce que l'opinion de l'autre n'est pas nécessairement mon opinion. Puis la perception de l'autre n'est pas nécessairement ma perception. Puis je suis contente d'avoir fait ça parce que si t'avais écouté tout le monde... c'est parce que j'étais peut-être plus aventurière que ces gens-là. Ouais, mais ça, clairement, parce que, tu sais, quand tu te faisais demander si t'avais peur, c'est sûr que la majorité, peut-être, avait des craintes, puis toi, tu disais, là, en Belgique, franchement. Et j'ai été chanceuse parce que c'était ma première affectation, c'était Bruxelles. En fait, ce qui m'a stressé le plus, c'est qu'au départ, je devais travailler pour... attends un petit peu, c'était un conseiller scientifique qui ne parlait pas français. Et moi, j'étais bilingue. J'avais passé mon examen pour obtenir, il y avait une prime au bilinguisme à cette époque-là. Et je l'avais fait 2 fois. La première fois, c'était en 2 parties. Admettons, j'ai réussi la partie A. J'ai échoué la partie B, il me manquait 1 point pour réussir la partie B. OK. Donc, je suis des cours d'anglais pendant 4-5 mois. Puis là, avant de repartir en poste, comme je vais travailler en anglais, on me dit, on va te faire repasser le test, si tu peux avoir ta prime au moins, parce que tu vas travailler en anglais plus qu'en français. Même probablement pas mal en anglais.
je repasse mon test. La partie A que j'avais réussi, je l'ai échoué, il me manquait un point. Puis la partie B que j'avais échoué d'un point, je l'ai réussi. Ça fait que l'agent a été très cool. Elle a dit, je vais arranger ça. Non, elle a été très cool. Elle a arrangé. Elle a dit, regarde. Vu que tu l'avais passé deux fois. Puis... Ouais, c'est ça. Alors, j'étais à la limite, mais je suis partie. Puis finalement, écoute, il y a eu... c'est pas du magouillage, mais il y a eu... quelqu'un qui était à l'administration qui disait moi j'aimerais aller travailler dans la section politique. Je pense qu'elle était aussi en fait elle était plus ambitieuse que moi. Moi j'étais plus aventurière. Elle était ambitieuse. Fait qu'elle pensait que de travailler dans l'aile où était l'ambassadeur, ça allait lui valoir une promotion quelque chose. Moi les promotions c'était pas ça que je cherchais. Moi je cherchais la nouveauté les expériences. Les déplacements. Oui. Puis j'étais pas... le bon mot, j'étais pas... ancré nécessairement. Non, mais j'étais, voyons, stratégique. OK, même pas. Ben, okay. J'avais 22 ans. J'étais très naïve. Il y a des choses que j'ai apprises avec le temps. Mais quand même, donc moi, ça me dérangeait pas. Je me suis retrouvée à l'administration. Alors, je travaillais beaucoup plus avec des employés recrutés localement. Et en fait, ça faisait même mieux mon affaire parce que aller à l'étranger pour toujours être avec des Canadiens, puis socialiser avec des Canadiens, travailler avec des Canadiens, je suis bien restée chez moi. Au Canada. C'est ça. Eh oui. Alors, moi, ça m'allait. Et en plus, il n'y avait pas une tonne de travail. Écoute, depuis, on fait tellement de coupures, là, on pourrait plus jamais faire ça. Mais j'avais même le temps de suivre des cours d'anglais pendant mes heures de travail. Ce qui fait que quand je suis retournée à Ottawa 2 ans plus tard, là, mon test de bilinguisme, je l'ai réussi haut la main. Ça, c'était réglé. Non, c'est ça que les gens ont tendance à faire parce que je me souviens, on n'avait pas le droit d'avoir des cours privés. Alors, et puis il y avait que moi parmi les Canadiennes qui étaient intéressées à suivre des cours d'anglais. Et pourtant, la personne qui était à l'administration puis qui a pris le poste que je devais avoir dans la section politique, elle était pas plus bilingue que moi, mais quand j'ai demandé si elle voulait suivre des cours d'anglais avec moi, elle m'a dit mais j'ai pas besoin de ça, moi je suis bilingue. OK. Mais elle parlait pas mieux anglais que moi, là. Mais c'est parce que moi, je suis perfectionniste. Donc, moi, je voulais vraiment être bilingue. Alors, j'ai suivi des cours avec une employée recrutée localement. Puis, j'ai même resuivi des cours en retournant à Ottawa. J'ai jamais vraiment arrêté jusqu'à ce que j'aille vivre aux États-Unis. Là, après 6 ans aux États-Unis, quand je suis rentrée, on m'a donné une exonération. J'avais plus besoin de le passer, le test, parce que je parlais aussi bien français qu'anglais. Oui, c'est ça. Oui, mais ça se perd, hein? Oui, si on le pratique pas, mais là... Oui, et je le pratique pas, parce que moi, je suis contre le fait de parler anglais au Québec. Quand il y a des anglophones qui me parlent anglais, je réponds en français. Là, tu vois, on se rejoint, parce que moi, là, je comprends l'importance de parler anglais dans bien des circonstances, là. Ouais. Mais au Québec... c'est la seule place où on peut fonctionner en français, puis surtout dans la région de Montréal, hein, il y a plus d'anglophones que de francophones, là. C'est rendu critique. C'est ça, faut faire bien attention, parce exact. que sinon... Fait qu'après la Belgique, donc, je suis revenue à Ottawa. Normalement, quand on partait en poste, on pouvait partir... écoute, à cette époque-là, parce qu'on était des femmes et célibataires, on pouvait pas rester plus longtemps que 2 ans. On pouvait prolonger de 6 mois, mais pas plus. Mais pourquoi? Mais les hommes pouvaient rester 4 ans. Puis eux autres, ils pouvaient être mariés puis tout. Ou célibataires, ils pouvaient rester 4 ans. Ça changeait rien. Ouais, mais les femmes, je sais pas. Ils pensaient qu'on était plus vulnérables peut-être au chantage, à l'espionnage. Écoute, ça n'a jamais été dit de cette façon-là. Non, mais c'est ce qu'ils vous laissaient. Oui, puis si une femme devenait enceinte... écoute, moi, je suis rentrée aux affaires étrangères. Il y avait une commission qui siégeait, qui s'appelait la commission McDougall. Qui avait été présidée par Barbara McDougall, qui après, plus tard, a été le ministre des Affaires étrangères. Mais et c'était pour justement dépoussiérer et moderniser les pratiques du service diplomatique canadien, parce qu'il y avait trop de discrimination entre les hommes et les femmes.
Parce que ça me surprend un peu, parce que tu l'as dit tantôt, un petit peu ton âge, en tout cas les années dans lesquelles tu es né. Ah, j'ai pas dit quand je suis née, non. 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 Ben, t'as dit à un moment donné, en 73, que oui, que j'avais 15 ans, oui. c'est ça. Oui. C'est que là, si on fait je suis le en calcul, 58. là, voilà, là, c'est réglé. Oui. Mais t'es né, comme on dirait, à la limite ben, en tout cas, t'as connu un peu le... Ah oui, quand j'étais petite fille, ma mère s'appelait Madame Gervais-Poulain. Puis, à un moment donné, elle est devenue Madame Cécile Poulain. Puis, après ça, elle est devenue Madame Cécile Lessard. Bon. Ah oui, fait que ma mère était quand ça avançait, puis ma mère allait aux assemblées de à l'époque c'était Françoise David qui était présidente de ça, ça s'appelait l'ACFAS. Ouais, ça se peut. C'est regroupement pour les femmes, pas l'avancement. Attends, l'association, le C c'était pourquoi? F féminine, écoute, je sais pas, mais c'était dans ces assemblées-là, on renseignait les femmes sur leurs droits, les possibilités qu'elles avaient. Puis tu sais, les divorces, ça commençait, hein, c'était dans les années 70, là, c'était après la Révolution tranquille. Quand on dit que... Et ça, j'en ai pris conscience même plus tard. En 1966, on a eu une première femme ministre au gouvernement du Québec et elle pouvait même pas signer son bail elle-même. Il fallait que ce soit son mari qui signe parce que les femmes, l'âge de majorité à cette époque-là, c'était 21 ans. Pour les hommes et pour les femmes. Oui. Mais à partir du moment où une femme se mariait, si elle avait 21 ans, vous entendez ça, c'est Onyx qu'on entend se secouer. En fait, c'est le harnais qu'on entend. La femme retrouvait un statut de mineure. Donc, une femme mariée, qu'elle ait 25, 30, 35, 40, 50, 60 ans, elle était comme une mineure. C'était l'homme qui signait ses contrats de travail. Ouais, même à l'hôpital, hein, je pense qu'elle allait à l'hôpital. Ouais, une femme signait, c'est pas elle qui signait l'autorisation pour se faire opérer, c'était le mari qui signait, puis... Hein? C'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose, on pense. Moi, je m'en rendais pas compte que c'était... J'ai beau avoir grandi là-dedans, mais tu sais, j'étais enfant. Donc, j'ai vu l'évolution. Mais à un moment donné, c'est un collègue de travail qui me disait... ben là, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Quand les femmes se mariaient, lui, quand même, attends un petit peu, là, 12 ans de plus que moi. Donc... il disait, quand les femmes se mariaient, on leur donnait leur bleu, puis un cadeau de mariage, puis bye! Puis des fois, on a tendance à penser que c'était au début des années 1900, mais ça l'a perduré. Ouais, jusqu'en 66 à peu près. Oui, quand même. Ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça, puis je fais partie de celle qui me dit que les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles tiennent ça pour acquis, mais c'est pas si loin que ça. C'est ça, là. Ça fait pas si longtemps. Ça va faire 60 ans dans 4 ans. Non, qu'est-ce que je dis là? Ça a fait 50 ans il y a 2 ans. 66 à 2016. Voilà. Mais là, je sais pas si on en... Là, je m'écarte. Ouais, mais je vais t'amener ailleurs. Parce que dans mes notes, tu m'as dit à un moment donné, bon, tu as eu un mari, mais là, ton mari, tu l'as rencontré où à travers tous ces déplacements-là? Après la Belgique, c'est ça, je disais que la plupart des personnes faisaient ce qu'on appelait des mutations latérales, puis en général, le règlement, qui était très souple, disait qu'on partait en poste, on partait à l'étranger pour faire 3 postes consécutifs, après ça on devait revenir à la centrale, puis on repartait quelques années, on repartait encore pour un autre 3 postes. Mais moi, j'avais rencontré des personnes qui n'étaient pas revenues au Canada depuis 17 ans. Ottawa. Parce qu'elles voulaient pas, tu sais, c'était plus... pour différentes raisons. J'allais dire, c'est plus payant d'être à l'étranger, oui. Oui, mais reste que le règlement n'était pas appliqué. Mais c'est surtout parce que tu t'habitues aussi à un certain style de vie, puis des fois, c'est pratique d'être loin de la famille, ou t'as pas de famille, puis ou t'aimes carrément être mieux être à l'étranger qu'être chez toi. Mais moi, quand même, je m'ennuie un peu de mes amis, puis... tu sais,
Bruxelles, c'est beau, c'est au centre de l'Europe, on peut voyager beaucoup, mais la mentalité belge était un petit peu plus fermée qu'ici, là. Donc, je suis revenue à Ottawa et c'est là que j'ai quand même, tu vois, j'ai travaillé pendant à peu près 4 mois. Puis là, j'ai fait un premier décollement de rétine. Et bon, je vais pas sauter des détails, mais j'ai finalement été opérée à tous les 3 mois pendant 1 an. Ce qui fait que j'ai été absente du travail pendant 1 an. Et on m'a... en fait, j'ai eu une opération à Ottawa. Là, ils savaient plus quoi faire avec moi, ou en tout cas, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient. Fait qu'il m'a envoyé à Montréal. De Montréal, bon, ils ont tenté quelque chose de différent. Ça n'a pas fonctionné. Là, ils savaient plus trop quoi faire avec moi. Ils étaient prêts à me renvoyer chez moi. Puis c'est moi qui ai demandé, ben, si j'allais... moi, à l'époque, je passais à Boston, là, parce qu'on... Boston avait une certaine renommée. Puis, on entendait souvent parler. Oui, mais il m'avait dit, si tu veux aller aux États-Unis, c'est pas là que je t'enverrai en Caroline du Nord. Alors, j'étais partie me faire opérer en Caroline du Nord. Et ça, je te l'ai pas écrit, mais pendant un de mes nombreux vols vers la Caroline du Nord, c'est là que j'ai rencontré en fait le premier amour de ma vie. En avion? En avion. Ouais, okay. L'avion était pas, il y avait pas beaucoup de monde et justement j'étais dans l'allée centrale, il y avait 5 sièges. Puis je m'étais pas mal étendue. Puis j'avais rencontré des amis qui étaient venus me rejoindre à l'aéroport, qui m'avaient remis des lettres de collègues qui étaient en Afrique. J'avais des cadeaux. Ça fait que là, tu sais, j'étais toute contente. Là, je m'étais plongée dans la lecture de ça. Puis tu sais, j'étais dans ma bulle. Et là, arrive un gars, puis il s'assoit direct à côté de moi. Puis là, j'étais comme, non, il y a pas assez de place dans l'avion. Il faut qu'il vienne s'asseoir à côté de moi. Mais c'était son siège. Il avait été assigné là. Puis lui, ben, tu sais, il a pas dit, ben, coudonc, de la place, je vais m'asseoir ailleurs. Puis il me parlait, puis là, moi, ça me tentait pas d'essayer de comprendre même. Puis il parlait, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, France, là, sois poli quand même. Écoute-le, puis réponds-lui. Et quand on s'en allait tous les deux visiter nos parents en Floride. Parce qu'avant d'aller me faire opérer, moi, je m'en allais en Floride visiter mes parents, puis après ça, je revenais vers la Caroline du Nord, je me faisais opérer, après ça, je rentrais à la maison. Puis lui, s'en allait juste visiter ses parents en Floride. Alors, puis il m'avait demandé où est-ce que je m'en allais. Et je savais où je m'en allais, mais j'ai dit, je sais pas, là, mon père va venir me chercher à l'aéroport. Puis t'as laissé ça vague un peu. Ben, je voulais pas y dire. Ouais, c'est ça. Et mon père était là avec mon oncle, ils sont venus me chercher, j'avais ma valise, tout, et qui est-ce qui arrive pas? Mon aide qui me dit, là, tu peux demander à ton père, où est-ce que vous restez? Non, où est-ce qu'on reste, papa? Et finalement, ça a été vraiment mon premier amour. Et écoute, j'avais 26 ans, j'étais inquiète, moi. Je me demandais si j'étais capable d'aimer, parce que comme toutes les filles, tu sais, je rêvais d'être en amour. À chaque fois que j'avais envie de dire à un homme que je l'aimais, tu sais, j'y pensais, là, c'était cérébral. Hein. Mais quand ça arrivait au niveau de la gorge, ça passait pas. Donc, c'est parce que je le ressentais pas. Mais lui, ça avait été vraiment... C'était un être adorable, tu sais, vraiment agréable et ça a duré plusieurs années. Mais c'est pas lui que j'ai marié. OK. Non. OK. J'ai, après ça, tu vois, après 1 an de congé de maladie, je suis retournée travailler à Ottawa, je suis restée là 1 an. Et comme j'étais traitée aux États-Unis, ben là, j'ai vraiment travaillé fort pour être affectée à Washington. Ce que j'ai eu. Alors là, comme elle habitait à Boston, ben là, on pouvait se voir. Et puis, lui, finalement, a eu un poste à Washington à l'Institut national, attends un petit peu, ça s'appelle NIH en anglais, là, mais il est allé faire de la recherche sur le sida et les maladies infectieuses. Donc là, on pouvait habiter dans la même ville. Et quand, après 6 ans, écoute, normalement, j'aurais dû être à Washington 4 ans. Après 6 ans, là, je pouvais plus prolonger. J'avais essayé, j'avais épuisé toutes mes munitions. J'étais même allée travailler pour les militaires pendant 1 an, juste pour essayer de... Je faisais le tour de l'ambassade là, pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui planifiait de partir. Puis, je vais prendre ta place. Là, ça va épargner de l'argent au gouvernement. Tu sais.
pas de déménagement à payer. Ouais. Mais là, non, on dit, tu rentres. Alors, je suis rentrée, puis ça a été quand même une bonne chose que je rentre parce que c'est là que j'ai commencé à travailler directement au cabinet du sous-ministre. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire parce que au lieu de travailler pour un arbre dans la forêt, tu travailles pour je sais pas comment ça serait, c'est comme t'es au sommet de la montagne, puis t'as toute la forêt, t'as tous les arbres de la forêt à ton service. Et t'as une vision beaucoup plus globale. Et ça aide à comprendre bien des choses. Moi, ça m'a aidé à comprendre, en tout cas, bien des choses. Et puis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré via des amis de la Beauce, celui que j'ai épousé. C'était un copain d'université de monsieur. Puis elle venait d'Aubergalion aussi. Puis okay, en fait, ils étaient allés vivre près de Washington, eux autres, pour son travail à lui. Et il y a quelqu'un, en fait, c'était Anne Thibodeau, peut-être que des gens qui la connaissent, là, avocate à la retraite, mais elle allait donc au commerce familial. Puis quand elle a dit qu'elle déménageait, elle disait qu'elle déménageait à Washington, mais en fait, elle était à 1 heure de Washington. Puis ma tante y avait dit, ma nièce est à Washington à l'ambassade. Alors, elle était venue, m'avait contactée, était venue manger avec moi. Et eux sont venus au Canada avant moi. Puis finalement, on était restés en contact. Puis ils m'ont invité chez eux à Montréal. Puis c'est là que j'ai rencontré mais on revenait à l'homme que j'ai marié. Aux racines, là, dans le fond. Oui, ça a fait plaisir à ma mère parce que ma mère disait tout le temps, elle avait tellement peur que je me marie à l'étranger ou que je fasse. Oui, parce que mon américain, là, je vais dire que moi, j'aurais dit oui. Ça aurait pu être lui. Oui, oui, mais c'est lui. Écoute, il s'est marié pour la première fois à 55 ans. Hein? Ça fait que, oui. Okay. Et il s'est marié une fois que toute sa famille a été décédée. Ça fait que c'était, et ça a été, lui, c'était comme, ça y faisait peur, là. Donc, c'était un peu spécial. Ça y enlevait pas ses qualités, mais disons que là-dessus, il était pas pressé, puis... Il était pas pressé, mais je pense qu'il se sentait pas apte ou pas prêt à partager, tu sais, ça a été... Ouais. C'est un homme qui est éminemment brillant, là, qui a fait des études très, très longues, mais qui est quand même tout simple. Mais souvent, quand tu développes beaucoup un côté de ta personnalité, comme lui, c'était le côté intellectuel, des fois, le côté émotif se développe pas à la même vitesse. Ouais, ça fait souvent ça, hein, chez les personnes surdouées. Ouais, c'est rare que tu vas rencontrer des surdoués qui sont aussi au même niveau, surdoués émotivement, ou doués émotivement. Tu sais, on peut pas être bon dans tout. Ouais, c'est là qu'on en a des fois la démonstration. Ouais. Écoute, France, je sais pas si on en serait rendu là, parce que, tu vois, ça fait déjà presque 45 minutes. Oh mon Dieu! Ouais. Puis, dans mes notes, là, tu parlais que tu avais eu un décollement de rétine, plusieurs opérations, tout ça. Ouais, ça, c'était en 84-85. Okay. Mais après que j'ai été mariée, ça a été assez rapide, hein. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Par la peau des dents, je dirais, j'avais 37 ans, puis je suis jamais redevenue enceinte après. Mais avec le recul, c'était correct, là. Ouais. Et mon fils avait 5 ans quand... en fait, on était partis en poste au Pérou. Moi, je voulais pas repartir à l'étranger, mais lui, il trouvait ça, c'est exotique, partir en poste. Puis il avait fait un MBA avec une spécialité à l'international, donc une majeure à l'international, ça fait qu'il voulait partir. Bon, OK. Alors, on s'en va au Pérou, et puis quand on est revenu au bout d'1 an en vacances, c'est là que j'ai commencé à perdre la vue, mais c'était pas un décollement de rétine, j'ai tout perdu en 48 heures. Ah, mais c'était comme l'autre œil. Oui, mais c'est revenu sur une période d'à peu près 2 semaines, mais c'est pas revenu à ce que c'était. OK. Et là, on me laissait le choix. Je pouvais continuer mon affectation comme ça, ou je pouvais... En fait, on me laissait la décision, ou je pouvais demander à être rapatriée.
Mais c'est parce qu'une partie de mon travail se faisait la nuit. Il fallait je travaillais 2 nuits par mois pour faire le courrier diplomatique. Puis quand tu fais le courrier diplomatique, c'est que t'es sur le tarmac et il faut que tu sois là quand l'avion atterrit. Faut pas que tu quittes l'avion des yeux. Faut que tu sois la première personne sur place quand ils ouvrent la soute à bagages. Faut que tu repères tes sacs diplomatiques. Puis faut pas que tu lâches des yeux. Tu sais, c'est une question de sécurité. Puis là, après ça, bon, faut que tu apportes ça à l'ambassade. Là, tu fais ta journée de travail, puis là, la nuit d'après, là, les sacs repartent dans l'avion, puis c'est le même processus. Tu sais, t'es sur le tarmac, puis les sacs sont chargés, puis tant que la soute à bagages est ouverte, tu restes là, tu gardes les yeux sur les sacs diplomatiques, puis... et là, je me sentais vraiment pas à l'aise la nuit. Ma vision nocturne était affectée, puis... si j'étais honnête avec moi, puis avec mon employeur... C'est ça. Je sentais que non, j'étais pas la meilleure personne. La même efficacité, ouais, la même au niveau de la sécurité. Donc mais j'aurais pu essayer qu'on délègue ça à quelqu'un d'autre, mais finalement, c'est comme s'il y avait eu une petite voix intérieure qui me disait que ça allait pas en rester là. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. On est revenu au Canada, ça a été pénible, vraiment très pénible. Puis on est resté quelque temps à Ottawa ou dans l'Outaouais, et puis finalement, le père de mon fils a trouvé un emploi en Montérégie, à Brossard, puis on est venu s'installer ici. Puis là, ben, ça allait de mal en pis, parce que lui, il voulait jamais en parler, de ce qui m'arrivait, puis tout le monde était gentil, patient, aidant avec moi, sauf lui. Et quand j'en parlais, il me disait que c'était dans ma tête, mais quand les voisins te disent, tu sais... t'es pas obligé de rester avec lui, Si c'est parce que ça paraissait. C'était pas dans ma tête, là. Donc, ça a été très difficile, cette période-là. Ça m'a pris 4 ans, là, vraiment, à me décider, parce que tu t'imagines, t'es en train de perdre la vue, tu perds ton mariage, puis là, tu te dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Puis à travers tout ça, j'avais des opérations. J'ai fait 2 décollements de rétine. Écoute, c'était pas la plus belle période de ma vie. C'est ça, hein? Non, ça a été vraiment... Et c'est là que je me suis rendu compte que dans la vie, on peut passer à travers n'importe quoi si on se sent aimé, soutenu. Mais si on se sent pas soutenu, qu'on se sent pas aimé de nos proches... Ça va être pas mal plus difficile. Ouais. Pour ne pas dire quasi impossible. Et finalement, on s'est séparés en 2007. Ça a été mon choix. Et puis finalement, ça a été... J'ai eu un autre 3 ans difficile parce que mon fils est resté avec moi au début, tout allait très bien. Puis un matin, il s'est levé, puis il avait 14 ans, puis là, il a comme... Ça a été la crise d'adolescence. Mais ça a été très fort. Parce que je pense que mon fils puis moi, on était pas mal en osmose, dans le sens que le papa avait toujours été très dur avec lui, puis il l'humiliait beaucoup, puis ça, moi, je refusais ça. Donc, puis je lui disais au père, tu sais, je suis d'accord avec le fond, mais pas avec dans la façon ou la méthode, exactement. Et mon Dieu, j'avais tellement souvent dit, si mes parents m'avaient traité comme ça, moi, j'aurais quitté la maison à 12 ans. Donc, puis mes parents n'étaient pas des parents gâteaux. Ils étaient aimants. Ils étaient assez stricts, mais justes. Et c'est ça que je voulais essayer de dupliquer. Mais c'était pas possible avec lui. Avec la crise d'adolescence de mon fils, ça a été assez difficile au point où j'ai dû lui donner le choix entre le pensionnat, ce que le père était pas prêt à soutenir financièrement, ou aller vivre chez son père. Ce qu'il a fait. Mais il est pas resté bien longtemps. Il est parti en appartement. Puis, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Mais j'ai maintenant une très bonne relation avec lui. Puis il s'est rendu compte comment son père était. Ce que j'ai le goût qu'on fasse, France, c'est qu'on va faire la pause. Puis après la pause, on va parler de... J'aime ça des fois dire l'après. Une fois que le problème de vision est vraiment arrivé, et là, faut s'en sortir, faut trouver des façons de s'en sortir. Ouais. Puis toi, tu l'as quand même très bien réussi, ça fait que on se donne le temps de la pause
de se remettre un peu de nos émotions, puis de nous dire un peu, j'ai vu d'autres projets, le Kilimanjaro, puis tout ça. Ouais. C'est que on pourra parler de ça après la pause. Oui. Donc, on fait la pause immédiatement. On revient avec notre invité qui est France Poulin. À notre prochaine émission. Un début de vie tout à fait normal avec des hauts et des bas. Mais quoi faire quand nos propres yeux commencent à vous jouer des tours? De bien dangereux tours? Pas le choix. On fait confiance à la médecine et à la vie. Sébastien Dagenet à notre rendez-vous du 19 octobre. Nous sommes de retour avec notre invité qui est France Poulin. Comme vous pouvez le constater, France a beaucoup de choses à nous raconter. On n'aura pas le temps de tout raconter, malheureusement. Mais comme je le dis toujours, si connaissez-vous à une autre année de vie, je vais te réinviter. Puis on continuera. Super. Mais on parlait juste avant la pause du Kilimanjaro. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est quand même pas tous les non-voyants qui ont eu l'occasion de faire ça, là. Non, ben, écoute, mais ça aurait été chouette que ce soit accessible à tous. À beaucoup plus de monde. Oui. Mais, ben, c'est ça. Après mes 10 années de descente en enfer, là, fallait que je fasse quelque chose de valorisant. Donc, je voulais faire le projet Kilimira principalement pour ramasser de l'argent pour Mira parce que je suis une des premières à en bénéficier, étant donné que je me déplace avec un chien guide. Mais, ça n'a pas été long que ma curiosité était piquée par le projet de la montagne, mais moi, j'avais jamais rien monté de plus haut que le Mont-Saint-Hilaire, là. Et je m'étais jamais entraînée vraiment un entraînement intensif. J'ai toujours été active, mais pas sportive. Tu sais, je faisais du tandem avec la Sam, je faisais de la raquette, ça depuis 2005, tandem. Puis la raquette, j'ai commencé l'hiver après mon divorce, parce que moi, j'aimais autant l'hiver que l'été. OK, faire des sports d'hiver, pour toi, ça va, c'est correct? Oui, ben c'est sûr que depuis que je vois plus, je me sens toujours un peu plus triste parce que c'était tellement beau l'hiver en campagne. Okay, la neige est blanche. Oui. Mais quand même, tu sais, c'est le fun. On prend l'air, puis et les bénévoles sont tellement agréables. Donc, en faisant toute la préparation pour le Kili, ben c'est ça qu'il a fallu que j'aille m'entraîner. Et j'avais plein de préjugés contre les gyms, moi. Puis les gens qui allaient au gym, c'est des gros muscles, puis pas grand-chose dans la tête, là. Mais c'était pas ça du tout. Et puis et j'ai découvert que j'aimais ça, m'entraîner. Et ce qui était drôle, c'est, écoute, à l'époque, j'avais 52 ans, là, et je me souvenais d'avoir entendu Charles Tisser qui avait parlé à Découverte d'une expérience qu'il voulait faire pour savoir si on pouvait prendre des quinquagénaires qui s'entraînaient pas particulièrement, là, qui avaient un travail sédentaire et qu'on pouvait les remettre en forme. Et eux, ils allaient faire le camp de base de l'Himalaya. Puis lui, il avait pas pu le faire parce qu'il avait découvert qu'il faisait de l'apnée du sommeil et tout. Puis en tout cas, mais c'était tous des quinquagénaires qui avaient repris la forme en s'entraînant. Alors je me disais, ben s'ils ont pu le faire, je peux le faire moi aussi. Et j'ai découvert donc le plaisir de m'entraîner et j'ai arrêté d'avoir mal partout. Tu sais, les courbatures, les ça, là, ben j'en avais moi depuis la mi-quarantaine. Bien que j'ai toujours été active, mais en m'entraînant, j'ai arrêté d'avoir mal partout parce que j'ai plus travaillé D'ailleurs, mon physiothérapeute me le disait à chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Wow, je vois les muscles se développer autour de ta colonne vertébrale. À chaque fois que tu viens, je vois la différence. » Puis j'ai bien travaillé, puis j'ai jamais lâché depuis. Ça a été bénéfique, là. Ça a été bénéfique. Sentir mieux. Puis l'expérience au Kili, ben c'est sûr que la campagne de financement était difficile. Ça a été ardu pour tout le monde, que tu vois pas, là. Mais c'était des gros montants d'argent qu'on s'engageait à ramasser par contrat, qu'on s'engageait vis-à-vis Mira. OK. Ça fait que, tu sais, c'est quand tu travailles plus, que t'as plus de contact, t'es seul, ben ramasser 10 000 ça, dans ma tête, moi, ça me paraît toujours facile, mes projets. Quand je l'ai fait, là, c'est un peu plus difficile. Mais bon, j'ai réussi, je l'ai fait et j'ai vraiment eu du soutien aussi de mes amis, des gens avec qui je faisais de l'aquaforme. Ça a été, ça a été très valorisant, cette expérience-là. Puis, pendant que j'étais sur la montagne, à un moment donné, on a pris plein de photos, mais
on était arrêtés, puis là, on sourit. Et j'ai senti mon sourire, je te jure, là, partir de mes entrailles, du plus profond de moi-même, puis remonter comme une poussée de lave, comme une éruption volcanique. Et j'avais un sourire sur la photo. Tout le monde le dit, là, mais c'était qui cette jeune fille, cette jeune femme-là? Ben là, c'était moi. J'avais 52 ans. Les gens pensaient que j'étais une jeune dans vingtaine, mais tu sais, j'étais resplendissante. Puis je pense que ça a été comme la renaissance de moi-même. Après des années bien difficiles de vie avec quelqu'un qui était profondément narcissique, manipulateur, puis après ça, c'est de perdre la vue, c'est quand même pas valorisant. Hein? C'est plutôt dévalorisant. C'est ça. Et il y a un deuil à faire. Là, un gros deuil. Puis à tous les jours, on fait face à des frustrations plus ou moins grandes, mais il y a des périodes où c'est éprouvant. Donc, ça a été une très, très bonne expérience. Puis à partir de là, j'ai recommencé à monter. Donc, j'ai continué à m'entraîner. Quand je travaillais, mon rêve de retraite, moi, c'était de faire de l'alphabétisation. Eh oui, puis Ici ou n'importe où dans le monde. Puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un dans le groupe du Kili, justement, qui m'a fait rentrer à son école pour faire du soutien en lecture dans sa classe. Elle enseignait des deuxième années. Il y a une autre prof de première année qui m'a demandé d'aider des élèves. Ça a été plus difficile parce que première année, là, ils apprennent à lire. Puis c'est là que tu découvres les enfants qui ont des problèmes très sérieux, là, comme de la dysorthographie, de la dyslexie. Mais la dyslexie, c'est rien, mais la dysorthographie, c'est un problème neuro-ophtalmique. Et c'est pas facile. Donc là, je me suis fait faire du matériel en braille. L'école m'a vraiment soutenue aussi. Puis c'est parce que la direction de l'école voulait que je sois là. Parce que si la direction de l'école avait pas été avec nous dans ce projet-là, je serais pas restée. Mais et ça fait 7 ans que je fais ça. 7 ans. Même la prof qui m'a fait rentrer est plus là, mais maintenant je travaille avec des enfants de deuxième année et des élèves de quatrième année. J'ai un programme régulier. Je suis là 2 jours par semaine, 2 journées complètes. Puis sur l'heure du midi, on a 1h30 pour manger, mais les profs, ils mangent en 20 minutes, puis ils retournent à leur classe, travailler avec des élèves qui ont de la difficulté. Puis à un moment donné, tu sais, je voyais qu'il y en a qui sont débordés, puis là, je dis, ben moi, j'en ferai. C'est ce que je peux aller t'aider, parce que je trouve ça long. Un peu, moi aussi, 1h30, là. Alors, maintenant, je fais de la suppléance le midi, puis tu sais, j'adore ça. C'est vraiment... Et quand je me suis rendu compte aussi, c'est par après que je me suis rendu compte que, hey, France, t'as rendu compte, c'est presque ton rêve de retraite qui est là. Donc, ça, c'est des bonheurs qu'il faut pas négliger parce que les malheurs sont bonheurs, là pis sont grands, là. C'est ça, les malheurs sont faciles à trouver? Sont faciles non seulement à trouver, mais à cultiver aussi. Oui. Hein, il faut... Oui, puis il manque pas les défis... les choses difficiles et dévalorisantes, écoute. Mais je pense que maintenant, tu peux dire assez haut et assez fort que les bonheurs prennent le dessus. Moi, non, ça va très bien, puis... tu t'ennuies pas trop. Non, puis l'été, je m'entraîne. J'ai même commencé à courir. J'ai fait... la première année, j'ai fait la course lumière, un 5 km. J'étais fière de moi, tu peux pas croire. L'année d'après, je pensais jamais que j'allais faire ça. J'ai fait 2 courses de 10 km. Wow! Ça fait que j'ai essayé de trouver plus dur un petit peu. Pas la première, mais la deuxième, j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Mais c'était la course lumière encore, et puis j'avais vraiment talonné mon fils, puis certains de mes neveux qui faisaient de la course. Et il y a un de mes neveux qui a 3 enfants, et sa plus vieille a même couru pendant un petit moment avec nous. C'est qu'on était 3 générations sur la piste de course. 3 générations, puis un soutien de ta famille. Mon neveu et ma petite nièce. Wow. Ouais. Et ça, là, je disais à ma petite nièce, tu te rends pas compte le plaisir que tu m'as fait en venant courir, parce qu'elle n'était pas inscrite. Mais c'est juste son père, il a dit, hey, veux-tu venir courir avec nous, Célina? Comme ça, là. Mm-hmm. Puis là, moi, j'étais comme, hey, on est
3 générations, c'est la même piste de course. Il faut le faire. Quelle chance, quelle chance. Parce que tu vois, cette année, je peux pas la faire la course, mais je dis pas qu'une autre année, ça arrivera pas. Mais elle va me battre. Parce que elle va être rendue à 14-15 ans. Là. Ben, c'est ça. Hein, il commence jeune, puis... Ouais, mais très sportive. Elle est très Écoute, à sportive 6 ans, elle avait déjà des biceps, des quadriceps. Elle fait de la gymnastique artistique, elle fait du patin artistique. Non, elle est... C'est ça, ben oui. Elle est beaucoup plus shapée que sa grand-tante. Mais enfin, pour conclure, parce que le temps file, puis bon, hein, on va aller continuer à faire nos activités respectives. Oui. France et moi, on s'est connus à la SAM. On a parlé beaucoup, hein, on a parlé un petit peu quand même. Oui, les randonnées de tandem. De tandem, de la raquette. C'est à peu près tout ce que je fais avec la SAM, mais parfois des randonnées pédestres, mais honnêtement, je me dis, les randonnées pédestres, oui, je vais en faire, mais sinon, je vais au gym parce que j'aime ça forcer un peu plus. C'est ça. Okay. Pourtant, les randonnées pédestres, c'est quand même exigeant, mais je sais pas, j'aime aussi travailler au gym. Ça fait que... Oui, ben, c'est deux choses, hein, c'est quand même assez différent. Ouais. Mais ce que je voulais comme surtout souligner, c'est que on fait des belles rencontres quand on sort. Tu sais, quand on se donne j'allais dire la peine. Si l'ennui devient plus fort que faut sortir, faut trouver une solution, Oui, mais écoute, je sais pas si j'ai le temps de dire ça, mais l'hiver, en fait, j'ai été 1 an sans avoir de chien guide parce que j'étais allée chercher un nouveau chien, puis au bout de 5 mois, il a été déclassé et j'ai attendu. Ça a pris 1 an avant que j'ai un autre chien. Et c'était la première fois que j'utilisais ma canne sans vision, aucune. Ça fait que ça, c'était déjà un défi. Mais là, c'était l'hiver, la canne. Puis il a neigé beaucoup l'hiver dernier, puis oh mon Dieu que j'ai tourné en rond des fois sur ma rue, puis tu sais, ça a l'air de rien, mais les trottoirs sont moins bien déneigés qu'ils l'ont déjà été. Ou ils déneigent les trottoirs, mais ils font pas les ouvertures aux intersections pour pouvoir traverser. Le mois de congé que j'ai eu en décembre, janvier, j'ai déprimé. Je l'ai pas vu venir du tout, mais j'ai vraiment déprimé, là. Ça a été infernal. Puis là, je me suis dit, plus jamais je vais me faire prendre comme ça. Faut pas que je passe mon mois de vacances ici. Puis c'est gris en plus. Hein. Ah oui. Fait que, tu sais, je vis seule. J'avais pas beaucoup d'activités reliées au temps des fêtes. Mes déplacements étaient vraiment très difficiles. Tu sais, fait que ça a été... mais dès que j'étais capable de recommencer à sortir... Tout a repris. Oui. Ben, j'avoue que quand on est pris dans la neige, là, il faut le prévoir, ça, là, parce que si se rendre à l'arrêt, ça a plus la même simplicité, là. Ouais, mais je me souviens d'une journée, entre autres, où j'avais 3 rendez-vous. Mais tu sais, c'est des rendez-vous que tu prends à l'avance. Tu sais pas s'il va neiger dans 3 semaines. Uh-huh. Et ils annonçaient de la neige, puis je me suis rendue à l'autobus. Il y avait un pouce de neige, puis tu sais, ça a super bien été. J'étais fière de moi. Mais quand je suis revenue, 3 heures plus tard, il y avait tellement de neige que les gens marchaient dans la rue, même pas sur le trottoir. Moi, je me sentais pas tellement à l'aise de faire ça. Puis, mais les gens sont vraiment aidants où j'habite. Écoute, à un moment donné, je suis arrêtée, j'avais mon téléphone, j'essayais d'être sûre. J'avais plus de trottoir pour me localiser. Il y a quelqu'un qui m'a vu de l'intérieur, il a eu le temps de s'habiller, de venir me rejoindre. Oui, puis il m'a raccompagné jusqu'à chez moi, puis tu sais, c'est... Hey, mais quand même, ça prouve quand même l'entraide des fois. Ben, c'est les petits villages, c'est Saint-Lambert, c'est un petit village. Oui. Tout le monde se connaît, il y a même pas 23 000 de population, hein, Saint-Lambert. C'est un village. C'est comme une petite enclave entre les plus grandes villes de Montérégie. Oui, mais une petite enclave, tu sais, qui fait en sorte que des fois on peut avoir de l'aide, puis... Ah, moi je souhaiterais, écoute, si je pouvais, là, je donnerais la possibilité, je forcerais personne, mais je donnerais la possibilité à tous les non-voyants d'habiter là, parce que je peux faire toutes mes courses à pied, je suis beaucoup plus autonome. Les gens sont d'une courtoisie, d'une gentillesse pour te laisser traverser.
jamais tu vas voir des gestes d'impatience d'automobilistes ou de cyclistes comme j'en ai vécu à Brossard. France, on va être obligé Faut arrêter. de se laisser parce que c'est ton transport qui arrive. T'as entendu ça, toi? Oui. OK. Donc, les gens à la maison, on remercie notre invité d'aujourd'hui. Je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci beaucoup, France. Merci, Martin. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.